à toutes et à tous, bienvenue sur le nouveau podcast du Centre Patronal. On a la chance pour ce premier tournage d'avoir deux invités de marque. Aurore Godard, après une carrière dans la vente, notamment chez Nestlé, d'abord au Mexique, puis en Suisse. Vous êtes aujourd'hui directrice et administratrice de Godard Énergie et membre du Cercle suisse des administratrices depuis quasiment 5 ans. Et Olivier Feller, vous êtes évidemment connu pour votre parcours politique, mais vous êtes aussi directeur de la Chambre vaudoise immobilière et de ce fait secrétaire général de la Fédération romande immobilière. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous décrire, nous dire en quoi consistent ces activités ? Je suis un parlementaire de milice, donc je siège au Conseil national, une des deux chambres du Parlement suisse. J'y siège depuis plus de 12 ans. J'ai été élu la première fois en 2011. Et puis en Suisse, en général, lorsqu'on est parlementaire fédéral, on a aussi une profession. Et ma chance, c'est d'être employé de la Chambre vaudoise immobilière, de diriger cette belle organisation qui défend les propriétaires et qui délivre aux propriétaires des prestations. Et j'ai une équipe d'une 20aine de personnes qui travaillent avec moi. Aurore Godard, en quelques mots, Godard Énergie, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et puis, comment est-ce que vous vous êtes découverte ces qualités d'administratrice, de chef d'entreprise? Merci beaucoup pour l'invitation tout d'abord. Donc Godard Énergie, c'est une entreprise familiale fondée par mon père il y a plus de 33 ans. Donc nous sommes actifs dans l'électricité. Nous soutenons notre clientèle dans la transition énergétique grâce à notre expertise de l'électricité. L'entreprise a différents départements. Donc nous avons un bureau d'études qui s'occupe de toute la partie de l'élaboration des plans, des offres, un secteur dépannage avec pour la partie réparation, un secteur rénovation d'appartements et d'immeubles, et également nous posons des panneaux photovoltaïques et des bornes de recharge. Et notre objectif en tant qu'entreprise, c'est de pouvoir contribuer à la transition énergétique et d'offrir toute la chaîne de valeur liée à l'électricité, aux énergies renouvelables, aux particuliers et aux entreprises. Également, une des vocations de l'entreprise, c'est de former des apprentis. Donc, nous formons différents apprentis dans 4 professions différentes du métier et emploi de commerce. Et on est actif dans toute la partie de la Suisse romande. Donc, effectivement, comme vous l'avez très bien mentionné, j'ai fait ma carrière chez Nestlé. À la base, je suis économiste d'entreprise. Et puis, après un MBA, je suis partie au Mexique. Et j'ai eu vraiment cette envie de pouvoir jouer un rôle plus important dans l'économie locale et pouvoir vraiment impacter positivement mon environnement. Et c'est vrai que j'ai la grande chance que mon père soit entrepreneur, donc j'ai grandi dans ce milieu de l'entrepreneuriat, ça a toujours été un exemple. Et c'est vrai que j'ai eu cette envie de pouvoir contribuer un peu plus sur le tissu économique régional. Et je rebondis alors sur ce parcours dans le business international au Mexique. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Et qu'est-ce que vous avez ramené de vos bagages en Suisse au niveau expérience, culture d'entreprise? Alors, écoutez, déjà, c'était une magnifique expérience parce que mon mari est à moitié mexicain, donc j'ai eu l'opportunité de découvrir la culture, la langue également, de l'apprendre. Donc c'était une expérience extrêmement riche. Je pense que ça m'a appris la partie de la résilience, de la persévérance. Le Mexique, ça bouge énormément. Il y a une envie d'apprendre, il y a une envie de se développer, d'aller de l'avant. Et c'est très enrichissant d'un point de vue culturel de se dépasser et puis de pouvoir contribuer également à pouvoir amener un peu de la partie la culture suisse avec notre certaine forme de discipline ou d'organisation là-bas au Mexique. Olivier Feller, vous êtes arrivé très tôt en politique, 23 ans au conseil communal de Genelier, vous y êtes toujours, sauf erreur, à 24 ans au Grand Conseil, vous en étiez le Benjamin à votre arrivée, et sauf erreur, 38 ans au Conseil national, ascension fulgurante, on peut le dire. Comment est-ce que vous l'expliquez? Et qu'est-ce qui a chez vous éveillé aussitôt votre intérêt pour les affaires publiques, pour la politique communale, cantonale et ensuite fédérale? Il est difficile parfois d'exprimer un goût pour une fonction, pour une profession. Il y a une part d'émotion aussi. Je me souviens que l'envie d'engagement pour la communauté est née au gymnase de Nyon. J'étais membre du comité du conseil des élèves, donc je défendais les élèves auprès de la direction et j'organisais un certain nombre d'activités. Je me souviens que j'avais organisé un concours de poésie ou bien des joutes sportives, enfin, avec d'autres. Hein. Et voilà,
c'est cette idée d'engagement pour l'autre. Madame Godard a parlé de dépassement au niveau culturel en évoquant le Mexique. Je pense qu'on a aussi besoin dans la vie de se dépasser, de dépasser ses intérêts propres immédiats et sa vie personnelle immédiate pour, au fond, s'intéresser, se frotter à la réalité de la communauté, s'intéresser à l'avenir de la communauté à laquelle on appartient. Ça peut être une communauté gymnasiale, ça peut être une communauté communale, cantonale ou fédérale. Et vraiment, le point de départ, je pense, le goût est né au gymnase. Et après, tout naturellement, j'étais à Genolier à 20 ans. J'ai été élu au conseil communal, j'étais président du conseil communal et j'ai la chance d'être élu à 23 ans au grand conseil. Et ensuite, une fois qu'on a le virus de la politique et le virus parlementaire en particulier en ce qui me concerne, on y prend goût et on s'engage dans la durée. Voilà, très bien. Aurore Godard, vous avez aussi un certain rapport avec la politique, notamment de par votre père, qui est député au Grand Conseil depuis 2017. Justement, quel rapport est-ce que vous avez, vous, avec la politique? Quelle vision est-ce que vous avez de la politique? Alors, c'est sûr que moi, grâce à mon père et puis aussi avec l'entreprise, vous avez eu le virus de la politique et moi, je pense que j'ai eu le virus de l'entrepreneuriat. C'est vrai que j'ai eu la chance de grandir dans ce milieu, de voir comment ça fonctionnait, de voir la possibilité qu'en tant que politicien vous pouvez impacter également d'une autre façon la région, la ville en déposant différents postulats ou motions. Et ça je trouve que c'est extrêmement important et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui s'engagent pour faire de notre société une meilleure société et puis de se battre pour la population. Donc c'est vrai que on a des valeurs très fortes chez Godard Énergie et puis une de nos valeurs c'est l'égalité. Et c'est vrai que c'est important et je pense que les politiques le font très bien, essayent vraiment de mettre en valeur des actions fortes pour faire de la société un meilleur monde. S'il y a un sujet que vous semblez partager assez naturellement tous les deux, c'est évidemment le sujet de l'énergie. Alors, Aurore Godard, quels sont aujourd'hui, selon vous, les enjeux énergétiques majeurs auxquels fait face notre société, que ce soit dans notre canton ou au fond notre nation, la Suisse, en matière énergétique? Et comment est-ce que Godard Énergie s'inscrit au sein de ces enjeux? Oui. Alors, Godard Énergie a déjà développé, il y a quelques années, tout un département énergie renouvelable sur la pose de panneaux solaires, de bornes de recharge, parce qu'on a vu vraiment l'importance de pouvoir offrir à notre clientèle une indépendance énergétique, réduire la dépendance aux énergies fossiles et puis aller dans la même vision et dans la même lignée que la Confédération avec le canton de Vaud, en soutenant notre clientèle avec cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un enjeu qui est très fort, d'essayer de diminuer donc de réduire l'impact au niveau des énergies fossiles et puis de contribuer, d'augmenter la production locale d'énergie renouvelable. Donc ça, je pense que le canton est très au clair avec les différentes lois qu'il propose, et c'est d'ici 2040 d'arriver à une neutralité carbone à zéro. Savoir que c'est 10 ans plus tôt quand même que la Confédération, puis vous me corrigez si je dis une erreur, vous êtes l'expert. Donc c'est vrai que c'est très ambitieux. C'est une très belle opportunité économique pour les entreprises. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça va avoir d'un point de vue ressources humaines, d'un point de vue ressources matérielles, parce que il va falloir former des gens, rendre attractifs les métiers de la transition énergétique, et puis voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour que les jeunes générations s'investissent dans ces métiers et aident à contribuer à cette transition. Donc, si je comprends bien, il y a aussi un enjeu de formation à l'égard de la transition énergétique. Et vous avez été diplômé en matière de formation au sein de votre entreprise. Vous formez des personnes issues de l'immigration notamment. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement. Donc nous, mon père a mis en place il y a déjà plusieurs années la formation d'apprentis et de jeunes migrants. Donc c'est vrai qu'on dans cette valeur d'égalité, on donne sa chance à de jeunes migrants dans différentes professions, électricien de montage, installateur électricien. Et donc ils contribuent également à la transition énergétique. Et on a également formé au niveau professionnel, formation continue, toute notre équipe énergie renouvelable avec Suisse Solar pour qu'ils aient vraiment une bonne compréhension, qu'ils puissent bien conseiller la clientèle
et puis offrir le meilleur conseil possible. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer la formation professionnelle et peut-être réfléchir à des modèles peut-être un peu plus courts, un peu plus... Alors, il y a maintenant un CFC d'installateur panneaux photovoltaïques qui vient, c'est déjà très bien. Il y a des formations de 10 jours qui mais ça va être important de continuer à aller dans ce sens parce que la main-d'œuvre, c'est ce qui va être crucial pour réussir cette transition. Et après aussi peut-être toute la partie du matériel technique. Donc c'est clair qu'au niveau panneaux solaires, il n'y a pas de pénurie de panneaux solaires en ce moment. On trouve des onduleurs sur le marché. Par contre, c'est vrai que si on veut, vous me corrigez si les chiffres sont inexacts, mais 40 000 bâtiments d'ici 2040 vont devoir être rénovés parce que c'est des passoires énergétiques. Ça veut dire si on doit mettre des pompes à chaleur, il va falloir avoir une production qui permet de suivre la cadence et de la main-d'œuvre également. Absolument. Ouais. Olivier Feller, à quel point est-ce que le dialogue est important entre le monde économique et le monde politique, alors, dans tous les domaines, mais ici en matière de politique énergétique? Il y a deux manières de concevoir la transition énergétique. On peut la concevoir au travers de contraintes, au travers de taxes, au travers d'une approche punitive. Si vous n'agissez pas comme nous le souhaitons au niveau de l'État, vous êtes sanctionné. Ça, c'est une approche. Et puis une approche, celle préconisée par Godard Énergie, qui est une approche axée sur une combinaison de l'économie et de l'écologie. J'avais à l'époque imaginé le terme d'économie, n'est-ce pas? C'est vraiment la durabilité. L'économie, donc on est à la fois dans l'économie, donc on fait du business, on développe des affaires, on délivre des prestations à des clients qu'on essaie de satisfaire, et en même temps on favorise la limitation des émissions de CO2. En plus, dans l'entreprise de Madame Godard, il y a une partie sociale, donc vous êtes vraiment l'incarnation de la durabilité dans votre entreprise. Et ce dialogue est nécessaire parce que parfois j'ai le sentiment qu'à Berne on a tendance à vouloir multiplier les lois, les règles, les contraintes, ce que les entrepreneurs ne comprennent pas toujours. Mais je sens aussi qu'il y a des entrepreneurs qui se disent oh là là, c'est ces gens qui dorment à Berne, qui discutent pour ne rien faire, c'est lent, et qui ont un peu de mépris pour Berne ou pour la vie parlementaire et politique en général. Donc le dialogue est nécessaire et il me semble qu'il passe notamment par le monde associatif économique. Madame Godard est membre de l'association du centre patronal, donc c'est un engagement pour la communauté économique, donc c'est un lien aussi entre la politique et l'économie. Pour ma part, je suis directeur de la Chambre immobilière, c'est aussi un lien entre la réalité du terrain et ce qui se fait à Berne, et je pense que ce qu'on appelle les corps intermédiaires, à savoir les milieux associatifs économiques, ont un rôle essentiel à jouer en matière de dialogue entre l'entrepreneuriat et le politique. Alors si j'ose rebondir, peut-être là les politiques qui auraient vraiment une opportunité peut-être encore d'alléger toute la partie administrative pour encourager les propriétaires à mettre des panneaux solaires, avoir des véhicules électriques. Pour vous donner un exemple, on a un client qui a un bâtiment situé à côté d'un bâtiment historique. Le dossier est bloqué depuis 6 mois. Il doit être validé par 12 services différents. Et justement, je trouve dommage parce le client a envie de contribuer à la transition énergétique. Mais par contre, voilà, il y a cette lourdeur administrative encore qui est présente dans certaines communes. Et puis là, c'est à voir, est-ce que là, le politique pourrait peut-être favoriser et soutenir ces démarches. Il doit le faire. Le politique n'est pas bon. D'ailleurs, pour obtenir des permis de construire, les délais dans les faits tendent plutôt à s'allonger, n'est-ce pas, aujourd'hui. Donc c'est en contradiction avec la volonté d'aller de l'avant et de booster la transition énergétique. Dans le canton de Vaud, le Conseil d'État a décidé récemment de faciliter la mise en place de certaines pompes à chaleur, n'est-ce pas, en dispensant d'autorisation l'installation de certaines pompes à chaleur. Et bien dès que ça a été annoncé, il y a eu un recours à la Cour constitutionnelle, une requête à la Cour constitutionnelle pour remettre en question cette décision. Alors la Cour constitutionnelle a donné raison au Conseil d'État, mais on voit que lorsqu'il y a une volonté, c'était le cas de la conseillère d'État Christelle Luisier, lorsqu'il y a une volonté d'action, il y a d'autres milieux qui contestent cette volonté d'action en raison d'autres principes ou d'autres valeurs. Mais vous avez raison, le politique doit s'améliorer en termes de traitement et de rythme de traitement des dossiers. Olivier Feller, les Suisses voteront le 9 juin prochain sur l'objet
projet pour un approvisionnement en électricité sûr, dont l'objectif, dans les grandes lignes, c'est de garantir l'approvisionnement en électricité en se basant sur le développement des énergies renouvelables. À quel point est-ce que ce texte, au fond, est bienvenu? Bon, c'est un texte qui a été adopté à l'unanimité aux chambres fédérales. Donc il y a maintenant une contestation dans les milieux de protection du patrimoine naturel. Et puis une partie de l'UDC est également contre ce texte. Mais aux chambres fédérales, au fond, c'est le résultat d'un travail collectif et d'un compromis. Au fond, le but, c'est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et donc de produire de l'électricité et de produire cette électricité chez nous pour ne pas être dépendant de l'étranger et de produire cette électricité de façon propre, notamment en hiver, parce que c'est en hiver que l'on manque, suivant les circonstances, d'électricité. C'est le but. Alors il y a un certain nombre de facilitations administratives, une accélération de procédures, la possibilité également de déroger à certains principes lorsqu'il s'agit de principes légaux, quand il s'agit de poser des panneaux solaires ou des panneaux photovoltaïques, notamment dans des régions montagneuses. Je crois que c'est une loi essentielle. On ne pourra pas renoncer au nucléaire, limiter les émissions de gaz à effet de serre, contribuer à la prospérité économique, tout en refusant cette loi. Enfin, je vois pas très bien, si cette loi est refusée, je vois pas très bien ce que le peuple veut en réalité, mais je crois que la loi a de bonnes chances d'être acceptée. D'après les derniers sondages en tout cas. Absolument. Aurore Godard, en pratique, est-ce qu'on constate des risques de pénurie hivernale d'énergie, voire d'électricité en Suisse ou dans notre canton? Comment est-ce que ce sujet est perçu au sein d'une entreprise active dans la branche? Alors, je pense que là, il y a un énorme travail qui a été fait déjà depuis plus d'une année. Donc, on voit quand même la production de photovoltaïque a augmenté significativement l'année passée, plus de 20%. L'année passée, on a produit 6 gigawatts de solaire, ce qui représente quand même 10% de la consommation électrique du pays. Donc, je pense qu'on va dans la bonne direction. Donc, je pense pénurie. À mon avis, on est jamais à l'abri, mais en tout cas, on a réduit notre dépendance. Après, voilà, comme dit M. Feller, il faut continuer dans cette démarche. Maintenant, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut travailler peut-être sur le mix énergétique? Peut-être, voilà, le solaire, c'est une chose, mais il y a toute la partie du vent, avec les éoliennes, l'hydraulique. Est-ce que l'hydrogène rentre aussi peut-être en ligne de compte? Et puis, c'est justement comment est-ce qu'on peut trouver et sécuriser l'approvisionnement et avoir un approvisionnement durable et sûr pour le pays. Donc, je pense que travailler sur le mix énergétique peut être une bonne option également. Donc, en tant qu'entreprise de la région, moi, je dirais, voilà, nous, on encourage énormément nos clients à autoconsommer, ce qui veut dire que vous produisez ce que vos panneaux solaires font durant la journée, donc c'est-à-dire changer les habitudes de consommation. Donc vous lancez vos machines peut-être la journée, vous essayez de charger votre voiture la journée, vous allez me dire ok, moi la journée je suis pas à la maison, donc on fait comment? Ben, voilà, peut-être ça va être d'augmenter aussi le stockage d'énergie et puis d'avoir voilà des batteries, de pouvoir utiliser l'énergie qui est produite durant la journée via les batteries le soir. Donc voilà, on a des habitudes de consommation qui doivent changer, plus augmenter le stockage d'énergie dans les entreprises et particulièrement. Mais ça passe souvent aussi par des projets locaux. Je sais que par exemple dans le monde agricole, lorsqu'on plante des arbres, par exemple les arboriculteurs, ils posent sur leurs arbres, n'est-ce pas, des sortes de panneaux photovoltaïques qui permettent de produire de l'électricité. Ce qu'il faudra encore leur permettre, c'est d'installer des structures qui permettent de stocker cette électricité. C'est ça qui aujourd'hui est encore un peu compliqué. Mais donc, on est d'accord, la durabilité et la production locale d'énergie passent aussi par des initiatives de terrain, et il y en a beaucoup, y compris dans le monde agricole. Oui, et dans le monde agricole aussi, ce qu'on peut voir, c'est que le fait de mettre des panneaux photovoltaïques avec aussi les changements climatiques, ça protège un peu mieux les cultures. Donc ça évite justement en cas de forte chaleur qu'elles brûlent et forte pluie, que les récoltes soient détruites. Donc c'est quelque chose de très positif au niveau même des récoltes. Ce sujet énergétique donc permet de tisser un lien au fond assez naturel avec un autre sujet qui vous concerne tous les deux, l'immobilier. Olivier Feller, je rappelle que vous êtes directeur de la Chambre vaudoise immobilière et secrétaire général de la Fédération romande immobilière. Aurore Godard, vous êtes directrice de Godard Énergie. Godard Énergie s'occupe, entre autres activités, de rénovation énergétique. Vous avez donc un rapport certain avec l'immobilier, bien que vous ne fassiez pas directement l'immobilier. Quels sont les enjeux que vous percevez en la matière, de par votre activité?
Alors, je pense, c'est une question. Voilà, je pense que maintenant les propriétaires ont corrigé, les fonds immobiliers sont bien conscients de peut-être de l'amélioration énergétique qu'ils doivent avoir sur leur parc immobilier, et puis de regarder comment ils peuvent améliorer ou modifier, je pense, les différents immeubles qui sont considérés comme des passoires énergétiques. Mais après, c'est un coût. Et qui va financer tout cela? Est-ce que les propriétaires ont l'argent nécessaire ou les fonds à disposition pour rénover? Donc nous, en tant qu'entreprise d'électricité et énergie renouvelable, voilà, on peut faire différentes choses. On peut rénover des appartements, au niveau des tableaux électriques s'ils sont un peu vieillissants, voilà, toute la pose de panneaux solaires en toiture. Donc il y a différentes choses et on travaille avec différents corps de métier. Je pense que c'est important justement de pouvoir travailler plus en écosystème plus qu'en silo. Et c'est vraiment ça, à mon avis, quelque chose de parler d'écosystème énergétique et de voir comment, à plusieurs corps de métier, on peut offrir des solutions aux propriétaires. Et après, de voir la question du financement et des subventions. Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des possibilités de subventionner si c'est des produits qui sont européens ou suisses? Est-ce qu'il y a différentes choses qu'on peut mettre en place pour soutenir cette transition? Olivier Feller, en tant que représentant des intérêts immobiliers vaudois, romans, sinon nationaux, quels sont les enjeux politiques majeurs que vous identifiez aujourd'hui en matière de politique immobilière? Dans le domaine de l'énergie, il y a des enjeux majeurs, mais votre question va au-delà de l'énergie. Je rappelle quand même, si j'ose rebondir sur les propos de Madame Godard, sur le plan énergétique, les propriétaires et les acteurs immobiliers ont fait d'immenses efforts déjà. Alors, l'effort doit se poursuivre pour atteindre les objectifs de la neutralité carbone, mais les efforts sont gigantesques. Aujourd'hui, le patrimoine bâti est à l'origine d'environ un quart des émissions de gaz à effet de serre en Suisse. C'était bien plus il y a encore 15 ou 20 ans. Donc l'effort est gigantesque et il doit se poursuivre. Mais évidemment, comme l'a dit Madame Godard, qui paye? Lorsque vous gérez un fonds immobilier ou lorsque vous avez un patrimoine bâti relativement ample, là vous pouvez organiser des rénovations énergétiques, mais lorsque vous êtes propriétaire d'une maison, vous n'avez pas de dette, mais vous êtes à la retraite, vous avez un revenu lié à la retraite, comment financer une rénovation énergétique? Est-ce que vous pouvez encore contracter un crédit bancaire ou non? Voilà, ça c'est une réelle difficulté. C'est pourquoi imposer de façon catégorique, sèche, d'en haut des rénovations énergétiques à tout le monde dès qu'un bâtiment est considéré comme énergivore, ça me paraît très délicat parce que les situations doivent quand même être un peu diversifiées. Vous faites, j'imagine, entre autres référence à l'avant-projet de révision de la loi vaudoise sur l'énergie, qui est aujourd'hui mise en consultation. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous le décrire, nous expliquer en quoi ça consiste et nous donner votre appréciation à cet égard? Cette loi vise un objectif noble, mais elle veut atteindre cet objectif dans des délais beaucoup trop brefs. Puisqu'il s'agirait dans un délai de 15 ans de mettre sur tous les bâtiments existants des panneaux solaires ou des panneaux photovoltaïques, et ça dans un délai de 15 ans dans tous les bâtiments qui existent dans le canton de Vaud. Il s'agirait pendant les mêmes 15 ans de rénover environ 40 000 maisons et immeubles considérés comme énergivores, et puis en plus il s'agirait environ de 90 000 bâtiments en plus, également dans le même délai de 15 ans, de remplacer les systèmes de chauffage au mazout ou au gaz par un système de chauffage qui fonctionne au moyen d'énergie renouvelable. Et tout cela en 15 ans, c'est juste impossible à mon avis. Je ne sais pas s'il y a assez de disponibilité au niveau des entreprises, je ne sais pas si on reproche déjà aujourd'hui aux autorités d'être lentes dans la délivrance des permis de construire. Est-ce que le canton de Vaud, est-ce que les juges, est-ce que les tribunaux arriveront à traiter autant de dossiers? J'en doute, et je n'aime pas quand l'État prétend vouloir atteindre des objectifs alors qu'en réalité il sait que ces objectifs, en tout cas dans un délai trop bref, ne sont pas atteignables. Donc la loi vise un objectif noble, mais dans la mise en œuvre, il y a des correctifs importants qui doivent être faits. Alors Godard, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter à ce sujet? Quel est votre regard sur cette consultation? Vous en avez déjà peut-être parlé, mais qu'est-ce que vous pensez des propositions de l'État de Vaud? Est-ce qu'elles sont pour autant cohérentes? Alors complètement, je partage l'avis de Monsieur Feller. Je pense que c'est nécessaire et qu'on doit aller dans cette direction et qu'on doit réduire la dépendance énergétique et puis
viser cette indépendance. Par contre, comment est-ce qu'on va le faire dans la réalité? Alors oui, c'est une belle opportunité économique et ça va créer de l'emploi et ça va permettre aussi de développer peut-être de nouveaux secteurs d'activité. Par contre, effectivement, les objectifs ne sont pas atteignables en l'état. Donc il va falloir peut-être prioriser et voir comment est-ce que quel mix et quelles sont les actions à prendre en premier pour avoir un impact plus important sur le canton de Vaud et sur les ressources énergétiques. Je vous propose maintenant de passer au thème de la mobilité, qui vous concerne au fond aussi tous les deux. Olivier Feller, vous avez été membre de la commission des transports et des télécommunications. Vous avez été donc des plus actifs en la matière. Aujourd'hui, il y a différentes actualités qui ont émergé ou qui émergent en matière de mobilité dans nos régions, notamment en termes de rails et de routes. Mais avant d'entrer dans les détails de ces projets, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que, au fond, dans leur utilisation, dans leur financement, dans leur réalisation, le rail et la route s'opposent forcément? Tant la population que l'économie ont besoin de transport ferroviaire et de transport routier. C'est une évidence et seuls certains doctrinaires souhaitent encore ou cherchent encore à opposer ces deux formes de mobilité. Il faut favoriser, développer les deux formes de mobilité, mais évidemment utiliser à bon escient chacune de ces formes de mobilité. C'est ce que cherche à faire la Confédération. Il y a deux fonds qui ont été créés déjà il y a une dizaine d'années au niveau de la Confédération. Un fonds pour les routes nationales, donc les autoroutes et le trafic d'agglomération, donc plutôt pour les routes, et un autre fonds qui est consacré au trafic ferroviaire. Ça assure une certaine pérennité au financement de ces deux formes de mobilité. Et je crois vraiment la complémentarité de ces deux formes de mobilité. Il me semble que aujourd'hui, ça devrait relever de l'évidence. Bien sûr que le trafic individuel, le trafic routier, on considère encore qu'il pollue, qu'il émet des émissions de CO2. Et c'est vrai qu'il y a une émission de CO2, mais il y a de plus en plus de voitures électriques et on pourrait imaginer peut-être qu'un jour, la mise en place de carburants synthétiques, c'est-à-dire les moteurs continuent de fonctionner comme aujourd'hui, mais avec un carburant synthétique qui n'émet plus de CO2. Peut-être que d'ici 5, 6, 7 ans, il y a ce genre de produit sur le marché. Donc il ne faut pas s'opposer au nom d'une doctrine à la mobilité routière au profit uniquement de la mobilité ferroviaire. Aurore Godard, votre entreprise est également active en matière de mobilité puisque vous installez des bornes de recharge pour les voitures électriques. Quelle est votre vision à vous en termes de mobilité ? Alors c'est sûr qu'en termes de mobilité, on voit une forte augmentation des voitures électriques. On voit la demande pour les bornes de recharge augmente, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Donc il y a vraiment cette volonté d'électrifier le parc. Néanmoins, comment est-ce que on va faire en termes de réseau? On n'a pas forcément redimensionné le réseau électrique. Et donc ça, c'est aussi également une des choses par rapport à la loi vaudoise avec toutes ces rénovations qu'on va faire avec ces pompes à chaleur. Ok, mais le réseau électrique en soi, on n'a pas du tout regardé comment est-ce qu'il va suivre ou pas. Donc c'est sûr que quand on aura toute cette augmentation de véhicules électriques, ce sera quand même quelque chose à prendre en compte. Nous, chez Godard Énergie, on a mis en place différentes choses au niveau des transports. Bien sûr qu'on s'est mis aussi à l'électrique comme tout le monde, presque. On a aussi une borne de recharge. On essaie de favoriser également différents types de transport public. On participe aux abonnements de transport, favoriser le train. Mais après, selon où vous allez, comme vous dites, on a besoin de transport routier. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas encore mis les petits vélos cargo avec le matériel derrière, même si on y pense. Mais voilà. En termes d'actualité, Olivier Feller, il y a 3 objets qui circulent, c'est le cas de le dire, qui me viennent à l'esprit. Il y a tout d'abord un aboutissement futur de la motion Olivier Français qui vise une 3e voie ferroviaire entre Lausanne et Genève. Il y a le creusement d'un tunnel entre Morges et Perrois de quelques kilomètres, tunnel ferroviaire évidemment, et puis le développement d'une 3e voie autoroutière entre Nyon dans le canton de Vaud et Genève et le Vengeron dans le canton de Genève, développement autoroutier qui fait partie d'un projet plus large, projet fédéral, le PRODES, projet de développement stratégique des routes nationales suisses, et qui prévoit d'autres aménagements autoroutiers au niveau alémanique.
À quel problème est-ce que ces projets répondent et à quel point est-ce qu'ils sont peut-être importants pour la population vaudoise, sinon lémanique? Dans le canton de Vaud, on assiste à un nouveau phénomène en matière de logement. Vous me direz pourquoi il parle de logement? Je lui pose des questions concernant la mobilité, mais il y a un lien très étroit. Lorsqu'il y a des quartiers qui sont développés ou des projets de logement qui sont soumis à une votation populaire, souvent les populations locales, depuis 2 ou 3 ans, tendent à refuser ces projets de logement alors qu'il y a une pénurie de logements et que la population augmente. Puis, lorsqu'on pose la question aux personnes qui s'opposent à ces projets, enfin voilà, de façon informelle, mais pourquoi vous êtes opposé à la construction de logements alors qu'on a besoin de logements? La réponse est de dire non, il faut d'abord développer les infrastructures de transport. N'est-ce pas? Il y a des encombrements partout, on doit être debout dans les trains, il y a des embouteillages. Voilà. Donc, au fond, on a déjà du retard dans tout simplement l'adaptation des infrastructures de transport routières et ferroviaires à la situation démographique d'aujourd'hui. Donc, il faut booster ces infrastructures et on est déjà en retard. Donc, on doit même rattraper un retard et l'ensemble des projets que vous avez évoqués sont nécessaires. Tous ces projets se complètent. Alors, Olivier Français, dans une motion, a demandé, lorsqu'il était encore au Conseil des États, a demandé une 3e voie CFF entre Genève et Lausanne. On en prend le chemin avec un tunnel qui est prévu entre Tolochna et Perrois, mais enfin la date de mise en service c'est 2043, hein, et d'ici là il risque encore d'avoir quelques oppositions. Ça me fait toujours sourire quand l'Office fédéral des transports et les CFF disent oui, c'est un grand projet, c'est pas simple à gérer, mais alors la mise en service on connaît précisément l'année, c'est 2043. Mais vous voyez, donc c'est loin quand même, et d'ici là il y a encore beaucoup de projets de logement qui risquent d'être refusés, et nous avons bien sûr besoin aussi d'une 3e voie autoroutière, et c'est un projet pour lequel il y a un financement qui est prévu et sur lequel nous allons prochainement voter, vraisemblablement au mois de novembre. Vous voulez rebondir? Non, je rajouterais juste une chose. Alors c'est très bien effectivement les infrastructures routières, mais c'est vrai qu'une chose on oublie souvent, et on a le cas pas très loin, Montblesson, vers chez les Blancs, l'infrastructure des écoles, des APEMS. Enfin, toutes les infrastructures doivent également suivre l'augmentation démographique. Et puis c'est vrai qu'entre 6 millions d'habitants et presque 10 millions, il y a effectivement une petite nuance. Donc effectivement, ne pas oublier la partie aussi du système parascolaire et scolaire. Je me permets une digression. Vous avez évoqué les oppositions qu'on voit de manière quasiment automatique lorsqu'on prévoit des nouveaux projets de logement. Il y a un cas maintenant au Mont-sur-Lausanne, alors même que au fond tous les niveaux administratifs avaient pourtant été ici franchis. Et bien plus tard, la population avec une pétition revient en disant non, on ne veut pas de cette construction-là. Dans la région de Montreux également, récemment, on a vu quelque chose de ce genre-là. À Crissier aussi, vous avez évoqué l'argument des infrastructures. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous viennent en tête font que la population locale refuse ces... Alors il y a assurément, et on l'entend systématiquement, le retard pris dans le développement des infrastructures de mobilité, et vraisemblablement également, comme vous l'avez dit, Madame Godard, d'autres types d'infrastructures, comme l'éducation, enfin la scolarité et le parascolaire en termes d'accueil, c'est certain. Et puis il y a un problème au niveau de la logique de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire, je m'y étais opposé, le centre patronal s'y était opposé, on a voté sur cette loi en 2013, elle est en vigueur depuis 2014, et enfin cette loi vise à limiter les zones à bâtir, donc à réduire les zones constructibles pour préserver les paysages et la nature. C'est un bel objectif. Mais en revanche, cette loi ne dit pas comment il faut densifier dans les agglomérations urbaines déjà construites pour compenser la diminution des zones constructibles dès lors que la population augmente. Donc on a besoin de logements. Et finalement, les populations locales, moi, je leur jette pas la pierre, les populations locales dans les quartiers, au fond, ils ont voté oui à la latte en disant il faut protéger la nature, les paysages, mais ils vont peut-être s'opposer à des projets de construction dans leur quartier parce qu'il faut préserver un paysage urbain. Donc au fond, on n'a pas réfléchi à cette... au fond, la population est logique, mais la LAT, la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, manque à mon avis de cohérence. Et si la population
population continue de croître, ce qui est une nécessité du point de vue économique et du point de vue du financement des assurances sociales. Si on ne développe pas très rapidement des infrastructures de transport et d'autres types d'infrastructures en matière d'accueil parascolaire notamment, et qu'on construit des logements, à ce moment-là, la population risque bien, lors d'une votation populaire, de dire on limite artificiellement la croissance démographique, on limite le nombre de personnes pouvant habiter en Suisse à 10 millions, ce qui aurait des conséquences catastrophiques. On ne saurait pas comment mettre en œuvre une telle initiative, puisqu'on va voter un jour sur une telle initiative, mais c'est un risque si les politiques ne prennent pas toutes les mesures nécessaires pour accompagner cette croissance économique et cette croissance démographique. Je suggère que nous abordions maintenant un sujet qui concerne au fond tous les citoyens suisses et peut-être d'autant plus lourdement, malheureusement au fond, les citoyens et les citoyennes vaudois, la fiscalité. En comparaison intercantonale, le canton de Vaud figure maintenant dans le trio, sinon le duo de tête de ceux qui imposent le plus lourdement leur population. Le canton de Vaud a réussi le triste exploit en 2023 d'être même celui qui a le plus lourdement imposé les personnes physiques en son sein, tout en sachant évidemment que les bénéfices annuels sur les 15 dernières années ont été colossaux pour l'État de Vaud, à l'exception peut-être de l'exercice 2023, mais qui pose plus de questions peut-être en matière de gestion des dépenses qu'en matière de problèmes de financement. Or, Godard, en tant que citoyenne vaudoise, mais aussi en tant que chef d'entreprise, qui doit rester attractif pour ses employés, quel regard est-ce que vous portez sur la situation fiscale de notre canton ? Alors, c'est sûr que je pense que voilà, pour être compétitif, il faudrait peut-être revoir la politique fiscale pour pouvoir attirer aussi des talents et puis éviter aussi certaines personnes qui partent à l'âge de la retraite dans d'autres cantons pour des raisons de succession, parce que voilà, il y a aussi également cette partie-là. Il y a différentes initiatives, dont une baisse d'impôts dans le canton de Vaud, où c'est clair que je pense que les entrepreneurs sont tout à fait favorables, ainsi que les citoyens, parce qu'il faut savoir aussi qu'en tant qu'entreprise, vous êtes taxé sur votre revenu, sur le revenu de l'entreprise, donc vous êtes taxé de multiples fois. Et c'est sûr que si on veut encourager, voilà, et attirer des talents, c'est quelque chose qui, à mon avis, est essentiel d'avoir une politique fiscale plus intéressante pour les hauts revenus. C'est vrai que j'ai le cas encore dernièrement d'une connaissance avec un revenu confortable qui a préféré s'installer dans un autre canton pour payer 100 000 francs de moins d'impôts par année. Donc, Et à quel point est-ce que ça décourage l'entrepreneuriat, la fiscalité ? Après, je pense que quand on est entrepreneur, on est passionné. Donc, du coup, vous allez faire avec. Et puis, voilà, c'est vrai que du coup, ça quand même, ça grève le budget des entrepreneurs, des entreprises. Et puis après, c'est aussi, voilà, aussi comment redynamiser, pouvoir investir cet argent peut-être dans d'autres choses, dans d'autres projets. Donc, c'est vrai que voilà, autant ça augmente le pouvoir d'achat des concitoyens, mais si on diminue la fiscalité des entreprises, ça permettra aux entreprises de peut-être investir un peu plus dans l'innovation, dans les nouvelles technologies, de pouvoir avoir d'autres types de projets également. Et on entend souvent parler de pénurie de main-d'œuvre sur le marché de l'emploi, évidemment. Est-ce qu'une fiscalité trop élevée pourrait décourager des travailleurs qui viennent d'autres cantons à venir s'installer pour travailler chez Godard Énergie ou ailleurs? Ou est-ce qu'à l'inverse, est-ce que vous pourriez craindre que des employés soient au fond trouver du travail ailleurs, aller vivre dans un autre canton parce que la fiscalité est trop lourde? Est-ce qu'on en est déjà là? Pas encore? Est-ce que c'est des choses que vous observez en pratique? Alors nous, chez Godard Énergie, voilà, on est dans le monde de la construction, donc je dirais qu'on a vraiment des employés qui viendraient plutôt frontaliers, donc ils sont taxés à la source. Donc voilà, c'est encore différent. On n'est pas encore confronté à ça, mais je veux bien croire que dans certains domaines d'activité, peut-être dans la pharmaceutique ou dans d'autres domaines avec vraiment des salaires très importants, je pense que ça peut être dissuasif effectivement de s'installer dans le canton de Vaud. Et puis effectivement, après d'avoir cette réflexion, en se disant vous êtes deux personnes à travailler dans un ménage, peut-être s'il y en a un qui réduit son pourcentage, au final vous payez moins en charge de garde d'enfants et d'impôts et vous vous y retrouvez. Donc c'est vrai que il y a aussi ça où peut-être qu'il y a avoir une réflexion justement pour rendre plus attractif le canton. Olivier Feller, pour passer à un niveau un peu plus macro, qu'est-ce que vous pensez de la politique fiscale générale de l'État de Vaud? De façon générale, c'est une fiscalité qui peut nuire suivant les circonstances au développement économique, mais surtout qui entrave durement le pouvoir d'achat. On parle beaucoup du pouvoir d'achat des personnes physiques. La fiscalité des entreprises, je pense en particulier à l'imposition du bénéfice, elle n'est pas
n'est pas inintéressant dans le canton de Vaud. Ce qui est grave, c'est l'imposition des revenus des personnes physiques et l'imposition de la fortune qui est souvent investie d'ailleurs dans les entreprises. Donc c'est ça qui crée le lien entre l'entreprise et la personne physique. Et au fond, il n'y a pas de raison que le Vaudois ou la Vaudoise paye à ce point plus d'impôts que le Zurichois ou le Bernois, parce qu'à Zurich, à Berne, il y a aussi des régions géographiques diverses, il y a également des hôpitaux universitaires, il y a également de la culture. Il y a une initiative qui a été lancée par les associations économiques fêtières, donc Centre patronal, Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie et Chambre vaudoise immobilière, une initiative qui demande une réduction de 12% du montant de l'impôt cantonal sur la fortune et le revenu. Mais avec ça, nous resterions supérieur à la moyenne intercantonale en termes de fiscalité. On ne serait plus extrême. Simplement, on serait légèrement supérieur à la moyenne. Je trouve que cette initiative est très raisonnable et le problème de l'État de Vaud, puisqu'on posait la question d'un enjeu macroéconomique, c'est que les recettes fiscales augmentent beaucoup plus que la population et augmentent beaucoup plus que le produit intérieur brut. Donc, au fond, il y a plus de recettes que ce que permettrait d'encaisser la croissance économique. Donc, les recettes fiscales augmentent chaque année énormément. Le problème, c'est que les dépenses augmentent encore plus. En tout cas, l'année dernière. Jusqu'à présent, il y a eu les recettes ont pu augmenter davantage que les dépenses. L'année dernière, les dépenses ont augmenté encore plus que les recettes. Donc, nous n'avons pas un problème de recettes. Le contribuable fournit sa contribution. Le contribuable paye plus que la croissance économique et la croissance démographique, mais le problème, c'est que les dépenses augmentent encore plus. Donc, il faut réduire les dépenses ou en tout cas mieux les gérer. Comment vous expliquez que ces dépenses augmentent au fond ? Alors, il y a un certain nombre de dépenses liées aux circonstances. Les autorités vont vous répondre qu'il y a la guerre en Ukraine, que la BNS, alors ça c'est pas lié aux dépenses, c'est lié aux recettes, mais que la BNS, la Banque nationale suisse, ne verse pas de dividendes cette année au canton. Donc il y a un certain nombre de circonstances extraordinaires, mais pour le surplus, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le canton de Vaud doit dépenser plus d'argent pour des prestations comparables à ce que font d'autres cantons comme Berne et Zurich de taille comparable. Je ne me l'explique pas. Je pense pas que les employés de l'État soient moins performants dans le canton de Vaud que dans le canton de Zurich. Je crois pas du tout en cela. Donc c'est un peu un mystère et peut-être que justement, en ramenant la fiscalité des personnes physiques à un niveau raisonnable, un peu légèrement supérieur à la moyenne, pas extrême, mais légèrement supérieur à la moyenne, ça permettrait aussi de mener une réflexion sur les dépenses. Voilà, au fond, c'était le dernier sujet que je souhaitais traiter avec vous aujourd'hui. En guise de conclusion, hors Godard, d'abord, quelles sont les perspectives, les défis, les challenges, comme on dit en bon vaudois, les succès peut-être qui vous attendent ces prochains mois, ces prochaines années? Alors, je pense que on en a plusieurs. Choisir quel défi on va avoir ces prochaines années. Donc, je pense que ce qui est essentiel, c'est continuer, en tout cas pour nous en tant qu'entreprise, de satisfaire notre clientèle, d'offrir un service de qualité. Et puis, voilà, maintenant, on va devoir voir un peu comment évolue la situation économique, le maintien des prix des matières premières. Est-ce qu'on va avoir d'autres surprises comme on a eu dans les années précédentes? Comment va évoluer les taux hypothécaires? Ça a quand même un impact important aussi sur l'économie. La partie de la main d'œuvre qu'on a abordée, qui est quand même, en tout cas pour nous, entreprise d'électricité, énergie renouvelable, un vrai challenge. On trouve pas de gens qualifiés sur le marché. Donc voilà, je pense qu'il y a différents points. Après, je pense que c'est de belles opportunités. Je pense qu'on a tout pour bien réussir. N'oublions pas qu'on est en Suisse, dans un pays absolument fantastique qui donne la chance où on est en sécurité, on a la possibilité d'évoluer. Et puis, je pense que c'est vraiment très important aussi de reconnaître qu'on a tout qui est favorable pour pouvoir créer de la valeur et puis continuer à prospérer dans ce pays. Olivier Feller, en ce qui vous concerne, quels sont les prochains défis politiques, associatifs, les prochains challenges ou les prochains succès que vous visez? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Écoutez, la Suisse fait partie de l'Europe et du monde. Je crois qu'il faut être clair, le monde ne va pas très bien.
L'Europe se cherche aussi un peu, et la Suisse a toujours réussi à être agile et à s'adapter aux circonstances, et il y a un enjeu majeur, me semble-t-il, une transformation profonde qui touche notamment l'économie et comment dirais-je, les politiques publiques en matière de promotion économique. C'est que jusqu'il y a quelques années, la promotion économique passait par la fiscalité. Au fond, une fiscalité basse permettait d'attirer des entreprises, n'est-ce pas, et de développer de la prospérité. Puis on constate que tout cela commence à être harmonisé, uniformisé sur le plan mondial, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre fiscale, et on assiste à un changement de paradigme. Donc la politique fiscale est remplacée par une politique d'investissement et de subvention. Et je prétends pas, alors j'affirme pas que la Suisse doit commencer à se mettre à subventionner tout azimut des pans entiers de l'économie, mais nous devons intégrer dans notre réflexion politique le changement de paradigme qui existe dans l'ensemble des pays, dans une Chine envahissante qui booste par des subventions, par des investissements ces entreprises. Aux États-Unis, un pays qui tient un discours libéral, mais qui en réalité investit beaucoup et subventionne beaucoup certaines entreprises. Et puis l'Europe aussi qui commence à se défendre face à la concurrence étrangère. Et pour l'heure, nous faisons encore partie de la concurrence étrangère pour l'Europe. J'espère que les accords bilatéraux, voilà un autre défi, les accords bilatéraux pourront être préservés au travers de nouvelles négociations qui permettent d'adapter les accords bilatéraux aux circonstances. Et on sait qu'il y a des négociations qui sont en cours à ce sujet. Olivier Feller, Aurore Godard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci infiniment pour cet échange des plus enrichissants. Merci de l'invitation.